Bonjour à toutes et à tous, je suis Estelle Soro de la chaîne TV La Capitale, la chaîne des régions. Alors pour notre émission d'entretien, nous recevons aujourd'hui le PCA du RIP-EPT. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Nielou Paul, président du conseil d'administration du réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous, RIP-EPT. Alors pour ceux qui ne savent pas, le RIP-EPT c'est quoi? Le RIP-EPT, c'est le réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous, créé le 22 mai 2010. C'est une organisation de la société civile active en éducation. Et donc, qui a pour vision l'avènement d'un système éducatif de qualité, inclusif, démocratique et accessible pour tous. Et le but, c'est la défense et la promotion de l'éducation, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Et nos missions sont nombreuses. D'abord, l'information, la sensibilisation de nos membres, et la sensibilisation aussi de la population sur les objectifs de développement durable 4 et le cadre d'action 2030, qui a été adopté en 2015 à Icheon, en Corée du Sud. C'est sur cet objectif-là qu'est bâti les différents plans sectoriels qui ont été élaborés. Et d'autres missions pour nous, c'est le suivi des politiques éducatives, amélioration du système éducatif. C'est ce que nous sommes en train de faire, contribuer à l'amélioration du système éducatif. Et puis, nous participons aussi à l'élaboration du plan sectoriel d'éducation. Voilà quelques missions que nous avons. Le RIP-EPT était aussi à un certain nombre d'organes. Les organes, nous avons l'Assemblée générale, qui est l'organe suprême. Nous avons les membres du conseil d'administration, le commissariat aux comptes, les comités régionaux, et puis le secrétariat exécutif du RIP-EPT. À ce jour, nous avons 25 organisations membres du RIP-EPT. Nous avons aussi 15 comités régionaux qui existent. Au niveau des affiliations, au plan national, le RIP-EPT est membre du groupe local des partenaires pour l'éducation qui est composé des partenaires techniques et financiers. Nous sommes aussi membres au niveau national de la Convention de la société civile ivoirienne. Au niveau continental et régional, le RIP-EPT est membre du réseau africain des campagnes pour l'éducation pour tout ce qu'on appelle ANCEFA. Dont la présidence du conseil d'administration est occupée par le RIP-EPT à travers ma modeste personne. Nous sommes également au niveau régional membres du réseau francophone contre la lutte contre la marchandisation et la privatisation de l'éducation. Maintenant, au niveau continental, au niveau mondial, le RIP-EPT est membre de la campagne mondiale pour l'éducation, qui est la fêtière mondiale des organisations de la société civile, qui comprend près de 100 pays membres. Là aussi, le RIP-EPT occupe la présidence du conseil d'administration de la campagne mondiale à travers ma personne. Nous sommes aussi membres de ce qu'on appelle la consultation collective des ONG, éducation, CCONG. Voilà, j'allais dire, présenter de manière sommaire le RIP-EPT avec ses objectifs et ses missions. Alors monsieur, on va revenir un peu sur vos missions. J'ai dit nos missions sont centrées sur le suivi des politiques éducatives. À ce titre, nous avons participé à l'élaboration du plan sectoriel d'éducation. Et donc, nous faisons donc le suivi citoyen de la mise en œuvre de ce plan sectoriel. Et donc, nous participons à l'information et la sensibilisation de la population sur les objectifs de développement durable 4 et le cadre d'action 2030 qui a été adopté en 2015 à Icheon, en Corée du Sud. Et c'est sur cet objectif-là qui a pour objectif primordial assurer l'accès de tous à une éducation de qualité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout le long de la vie. C'est sur ça qu'est bâti le plan sectoriel de l'éducation. Et donc, nous faisons aussi des plaidoyers, des campagnes, en faveur de l'éducation de qualité. Voilà. Ce sont nos principales missions. Il y en a plusieurs, mais c'est les principales missions que j'ai notées. D'accord. Vous êtes le PCA du RIP-EPT. Alors, depuis que vous êtes à la tête de cette structure, quelles sont les actions que vous avez menées afin de changer, de promouvoir l'éducation en Afrique ou en Côte d'Ivoire? Oui, nous avons mené beaucoup d'activités, beaucoup d'actions. On ne va pas tous les citer, il y en a tellement. Mais je voudrais commencer d'abord par notre existence nous-mêmes. Parce que pour poser des actions, il faut exister soi-même. Nous avons créé le RIP-EPT, je vous l'ai dit, le 22 mai 2010, mais avec
10 membres, 10 organisations membres. Aujourd'hui, nous sommes à 25 organisations membres. Nous avons créé le RIPPT avec 5 comités régionaux. Aujourd'hui, nous sommes à 15 comités régionaux. Donc, nous avons fait un maillage quand même, hein, c'est important, parce que c'est nos comités régionaux qui mettent en œuvre nos activités que nous entreprenons. Alors, nous avons réalisé plusieurs activités, hein, plusieurs actions, notamment la réalisation de l'évaluation des COGES. On a constaté que les COGES, ceux qui animent les COGES n'ont pas la formation. Donc, on a fait une évaluation et à l'issue de cette évaluation, nous avons fait le renforcement des capacités des membres de ces organes pour qu'ils puissent diriger. Et puis nous avons fait une sensibilisation des parents afin qu'ils puissent s'impliquer dans les activités de l'école. C'est pourquoi on a créé le COGES. C'est une participation vraiment active des parents. Mais ils ne connaissent pas, donc nous avons fait cela. Nous avons également réalisé un film documentaire sur les grossesses en cours de scolarité des filles. Et ça nous a permis donc de faire la sensibilisation des élèves, mais aussi de faire un plaidoyer en direction de l'État, pour qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour que les filles soient vraiment encadrées. Parce que les filles, ils prennent les grossesses, pourquoi ? Parce que quelquefois, quand on affecte les filles en ville, ils n'ont pas de tuteurs, ils n'ont rien, mais elles sont livrées à elles-mêmes. N'importe qui va aller. Donc nous avons demandé à l'État de construire les collèges aujourd'hui avec les internats, de sorte que les filles là puissent être à l'internat pour faire. Mais je pense que ça a commencé à porter fruit puisqu'il y a des lycées qui sont prévus dans la construction avec les internats. Nous avons fait également un film documentaire sur les enfants handicapés en âge scolaire. On a constaté que les enfants handicapés ne vont pas à l'école. Les parents même cachent les enfants. Donc lorsque nous avons fait ce film documentaire, ça nous a permis de faire la sensibilisation des parents. Leur demander d'envoyer leurs enfants à l'école. L'école, l'éducation, c'est un droit fondamental. Tout le monde doit aller à l'école. Il faut amener vos enfants à l'école, même s'ils sont handicapés. Et ça a eu un engouement. Nous avons également fait un plaidoyer en direction de l'État. Parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle le projet de l'école inclusive. Mais c'est un projet qui se limitait simplement à quelques régions. Nous avons fait une campagne plaidoyer pour qu'on mette à échelle ce projet-là. On a été entendu. Parce qu'il a été élaboré ce qu'on appelle la stratégie nationale de l'éducation inclusive. Ça a été adopté. Maintenant, c'est la mise en œuvre qui reste. On va continuer le plaidoyer pour que la mise en œuvre soit faite. Nous avons également procédé au renforcement des capacités de nos membres et même de certains agents de l'administration scolaire. Tout ce que nous faisons, parce que quand le plan sectoriel a été élaboré, il y a des agents de l'administration qui ne connaissent même pas ce que c'est que le plan sectoriel. Donc nous avons fait des formations, des renforcements des capacités pour le faire. Nous avons également produit un guide explicatif du handicap sensoriel, pour permettre de déceler de manière rapide les enseignants, à l'intention des enseignants, pour qu'ils décèlent de manière rapide les handicaps des enfants. Si l'enfant ne voit pas, s'il n'entend pas, mais s'il est au fond de la classe, il ne peut rien faire. Mais si l'enseignant arrive à détecter de manière précoce, il peut le mettre devant, de sorte qu'on puisse le suivre. Donc on a fait ça, ça a été distribué à tout le monde. On fait le suivi des politiques éducatives, du plan sectoriel d'éducation. Ça, c'est la chose que nous faisons tout le temps. Voilà quelques réalisations que nous avons pu mener. Nous faisons des recherches, et ces recherches nous permettent donc de faire la sensibilisation, de faire le plaidoyer. Et nous l'avons fait à plusieurs reprises. Voilà. Alors aujourd'hui, votre organisation organise la pré-république. Comme je l'ai dit, il y a eu l'élaboration du plan sectoriel d'éducation. Et donc, depuis 2017, le gouvernement ivoirien, dans le cadre de l'évaluation, du suivi-évaluation, organise chaque année ce qu'on appelle la revue sectorielle conjointe pour faire le bilan des activités qui ont été planifiées au cours de l'année écoulée. Nous sommes en 2024, mais il faut faire le bilan de l'année 2023. Et donc, nous sommes membres de la société civile. Nous faisons le suivi du plan sectoriel. Eux, ils se retrouvent pour faire le bilan. Mais nous aussi, nous nous retrouvons pour faire le bilan, pour analyser ce qui a été fait sur le terrain. Et donc, c'est pour cela que nous organisons ce qu'on appelle la pré-revue, qui est une rencontre des organisations de la société civile active en éducation pour analyser les résultats de la mise en œuvre du plan sectoriel d'éducation au cours de l'année écoulée, 2007-2025. Et c'est ce qui justifie notre présence ici aujourd'hui. Et chaque année, on choisit des thématiques. Cette année, les thématiques ont porté sur un certain nombre de thématiques
thématiques, notamment la distribution des kits scolaires, la distribution des tables-bancs, le fonctionnement des centres d'alphabétisation, la réalisation d'infrastructures scolaires, l'inscription au CP1, la gestion des ressources humaines, le fonctionnement des structures qu'on appelle islamiques d'éducation, les redoublements et puis l'insertion des sortants de l'EPF. Ce sont des thématiques sur lesquelles nos comités régionaux ont travaillé. Il y a 12 comités régionaux qui ont travaillé sur ces thématiques. Et ils ont recueilli des données. Ils ont fait des rapports. Et c'est pour cela qu'on est là. On va passer en revue les différents rapports qu'ils ont faits pour voir ce qui a été fait. S'il y a des insuffisances, nous allons faire des recommandations. Et on va faire un rapport général de la synthèse de tout ce qui va se faire ici. Et puis, nous allons pouvoir le partager pour que tout le monde soit informé. Mais nous aurons l'occasion aussi, lors de la revue sectorielle conjointe, de faire une autre communication de notre rapport. Ce rapport est très attendu. Et chaque année, ils attendent le RIPPT pour qu'ils fassent leur rapport. Parce que c'est un rapport qui contrôle un peu l'action gouvernementale. Et bon, donc, c'est attendu. C'est l'objet de la rencontre de ce jour. Quelles sont les différentes personnes qui participent à cet atelier? Il faut dire qu'il y a environ 30 participants. 30 participants composés des membres du conseil d'administration, des membres du secrétariat exécutif, les membres des organisations de base, les comités régionaux, les 12 comités régionaux dans lesquels le suivi a été fait, ils sont là. Et puis bon, les personnes de ressources qui ont été invitées du ministère de l'Éducation nationale et puis de la task force. Donc au nombre 30 personnes à peu près. Les résultats attendus? Mais les résultats attendus sont en lien avec les objectifs qu'on vise. Dans un premier temps, on veut s'assurer de niveau d'appréciation. On va apprécier le niveau de prise en compte des recommandations qui ont été faites au cours de la revue sectorielle passée. Voilà. Il y a eu des recommandations qui ont été faites. Quelles sont celles qui ont été prises en compte? On veut s'assurer de cela. Hein? Effectivement, à l'issue de cette rencontre-là, ça va être fait. Ensuite, nous allons établir ce qu'on appelle le point d'attention de la société civile pour la prochaine revue sectorielle, pour 2024. Là. Quels sont nos points d'attente? C'est-à-dire, quelles sont nos recommandations qu'on fait? C'est attendu. Et puis, l'autre objectif, c'est de faire un rapport. Le rapport général qui va être fait, dans lequel se trouve pratiquement tout ce que nous avons constaté, les critiques que nous avons formulées, et puis les recommandations nous faites pour améliorer le système éducatif. Nous, notre rôle ici, c'est de faire des propositions. On fait des recherches, on critique, mais on apporte des recommandations. On fait des propositions pour améliorer le système éducatif. Voilà. Alors, monsieur le PCA, quel est votre regard sur l'école ivoirienne? Mon regard sur l'école ivoirienne n'est pas différent du regard de la société ivoirienne elle-même, qui porte un regard critique sur notre système éducatif, qui montre les insuffisances de la qualité de nos systèmes éducatifs. Vous avez vu, il y a eu ce qu'on appelait le PASEC, l'évaluation PASEC en 2019, qui a placé notre pays pratiquement relégué au dernier plan, qui montre que notre éducation n'est pas de qualité. Et donc, ça a interpellé le gouvernement. Et donc, il s'est organisé ce qu'on appelle les États généraux de l'éducation, qui a été organisé en 2021, qui a posé le diagnostic du système éducatif et dont les résultats ont été publiés, qui ont fait l'objet de réformes. Il y a eu plusieurs réformes qui ont été faites pour améliorer le système. Et donc, pour nous aujourd'hui, en tant qu'organisation de la société civile, nous plaidons pour que le gouvernement ivoirien alloue un financement adéquat au système éducatif. Si on veut développer le système éducatif, il faut vraiment mettre les moyens dedans. C'est vrai, il y a la volonté politique, mais il faut que cette volonté politique se traduise par le financement de l'éducation. C'est vrai qu'au niveau international, le pourcentage alloué, qu'on doit allouer à l'éducation est de 15 à 20%, ce qui est prévu de 15 à 20% du budget général et de 4 à 6% du PIB. Mais ça c'est indicatif. Quand on voit l'offre, la demande de l'éducation en Côte d'Ivoire, on peut aller au-delà. Sachez que dans les années 70 à 80,
le premier président de la République de Côte d'Ivoire consacrait 43% du budget à l'éducation. C'est dans cette période qu'a été construit pratiquement toutes les écoles que nous voyons, la plupart des écoles, la formation des enseignants. C'est à cela qu'il faut revenir. Il faut former les enseignants. Il faut les recruter à un niveau vraiment adéquat. Imaginez-vous, aujourd'hui, on recrute les enseignants du primaire avec le BPC. Que vaut le BPC d'aujourd'hui? Ailleurs, même dans le pays, au Ghana, à côté de nous, pour être instituteur, il faut avoir la licence. Bac plus 3, Bac plus 2. Aujourd'hui, on régresse. Donc, nous plaidons pour qu'on relève le niveau de recrutement. Nous plaidons pour qu'on forme les enseignants. Nous plaidons pour que l'État loue un financement suffisant pour développer le système éducatif. Le président Mandela a dit que l'arme la plus puissante, c'est l'éducation. Qu'on puisse utiliser pour transformer le monde. Si nous voulons transformer la Côte d'Ivoire, il faudrait que nos États mettent les moyens. Et c'est notre plaidoyer. Les moyens suffisants pour le financement de l'éducation, pour le développement du système éducatif ivoirien. Mesdames et messieurs, c'était notre émission d'entretien avec le PCA du RIP-EPT. Restez connectés sur TV La Capitale, la chaîne des régions.